Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver ce dimanche. Ils ont fait de la transformation du soja leur business, leur rêve, voir exploser la filière en Côte d'Ivoire à la rencontre des acteurs de l'or vert, une plante qui représente un espoir pour de nombreux Ivoiriens. Et puis nous irons découvrir les trésors du Baffin, grotte exceptionnelle, silure sacrée ou encore lieu de culte à l'histoire fantastique. Une région qui regorge de nombreux atouts touristiques mais qui reste méconnue du grand public. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Ça y est, nous sommes en 2023. Et oui, on rentre de plein pied dans cette nouvelle année. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour cette nouvelle année qui démarre? À vous qui nous suivez depuis la maison et puis à toute l'équipe de NCI Reportage, des vœux de santé, de succès dans tous vos projets et puis on espère le meilleur des reportages pour cette année 2023. Et on va démarrer cette émission avec un reportage justement sur le soja en Côte d'Ivoire, alternative végétale aux aliments animaux. Cette plante représente un espoir pour de nombreux entrepreneurs. Et oui Mélina, ces entrepreneurs qui rêvent d'une filière florissante, dynamique et créatrice d'emplois, mais ils font face à de nombreux défis pour la production de ce thor vert, de défis qu'ils espèrent voir relever avec l'appui de l'État ivoirien. Et c'est un reportage signé Roger Appé, Doria Gloire et Roméo Tapé. Le soja, cette légumineuse aux multiples vertus, trouve de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire. Les propriétés nutritionnelles de ces petits grains jaunes sont avérées selon de nombreuses personnes. Il est incontournable dans l'équilibre alimentaire. Riche en protéines, on utilise le soja pour la fabrication de produits de boulangerie, de crèmerie, de plats préparés, de lait infantile. C'est dans cette petite unité de transformation basée à Yakassé à Tobro, ville située à une trentaine de kilomètres d'Adzopé, que Jobijo transforme le soja en plusieurs produits dérivés. Sa spécialité, proposer le petit déjeuner à ses clients sur leur lieu de travail. Quelqu'un qui monte à 7 heures au bureau, il n'a même pas le temps de s'offrir un petit déjeuner, même s'asseoir à la maison. Et malheur pour lui, s'il veut prendre un petit déjeuner rapidement, bord de route, est-ce que les conditions du jeûne sont réunies? On n'y sait même pas. Donc aujourd'hui, nous, avec mon équipement, nous avons dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose de bio et aller dans ces différents bureaux-là, leur présenter nos produits. Au lieu de se déplacer, nous déjà, nous sommes une marque, parce que c'est ça notre objectif. Venez vous servir dans votre bureau. Donc on fait des shawarma à base de pain de soja, puisque on travaille avec la farine de soja. On fait des sandwichs à base de soja. Donc chaque jour, il y a différents menus qui sont proposés. Le processus de transformation reste encore artisanal. Pas de pétrin pour aller plus vite. La farine de soja est malaxée à la main pour obtenir la pâte. On est limité en production et puis on est limité en temps. Bon, imagine par exemple une pâte qui peut être pétrie déjà en 30 minutes. Il faut peut-être 1 heure du temps pour pouvoir travailler la pâte. C'est-à-dire quoi? La pétrir, la mettre au frais, laisser reposer. Or, avec le pétrin, on a le temps d'ajouter de la glace. Donc le pétrin qui encasse tout. Et en 30 minutes, tu as ta pâte déjà prête. Mais là, c'est dit, le processus est doublé. Voilà, donc c'est un peu ça. Sorti de l'école en classe de 3e, ce jeune homme s'est lancé dans la transformation du soja en produits dérivés il y a 3 ans, après une formation en pâtisserie. Une fois la pâte prête, elle est découpée en petits morceaux pour lui donner une forme. En fonction du type de pain, des ingrédients y sont ajoutés. Là, on a la farine de soja, voilà, mélangée avec la sardine de thon, avec des œufs. Sans vous mentir, ça donne un goût agréable. Et ça, je le prends pour faire les tagliatelles de soja. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement là. Ouais, ça, ce sont les pains de soja fourrés. Voilà. Les plateaux sont mis au four. Il faut attendre 30 à 45 minutes pour la cuisson. Avec cette technique artisanale, Jobijo produit en moyenne 200 pains par jour
alors que la demande est plus forte. Et pour faire face à la demande, il dispose de toute une gamme de produits dérivés du soja. Ici, vous avez de la pâte fraîche appelée les tagliatelles qui sont représentées là, les spaghettis de soja faits à base de soja. Ok. Là, vous avez les arachides enrobés que j'ai baptisé kamatigé. Ce qui veut dire vous avez de l'arachide à l'intérieur. Vous voyez, quand on concasse là, on a l'arachide à l'intérieur. Et tout ce que vous voyez aux alentours là, ce sont du soja, donc riche. À part ça, nous avons ici de l'épice fait à base de soja, 100% naturel. C'est l'assemblage de tous les épices que nous connaissons. Du sumbara, du soja, et avec de l'agbi, poudre d'oignon, poudre de gingembre, poudre d'ail, accompagné de poudre de poisson, poudre de crevettes. Vraiment intéressant. Vous pouvez mettre sur votre attiqué, faire de la crudité avec, mettre dans la sauce. Ça a un goût vraiment agréable et un parfum unique en son genre. 45 minutes après, les pains sortent du four. C'est vraiment chaud. Les pains sont prêts. On va maintenant le placer. Déjà, là, on va mettre un échantillon. Vous avez la crème du soja déjà à l'intérieur. Bien chaud. Il va goûter ça pour vous laisser. Hein. Ah pourquoi? Non, ça n'a goûté. Les filles. Là, on fait. J'ai avec un goûter après. Moi, tout ça. Je n'ai pas encore goûté. Ah bon? Ah. Ah, vous savez. L'homme doit se dépêcher de la livrer. Certains clients s'impatientent. Il prépare les kits. Chaque kit coûte la somme de 500 francs CFA. On a les vendeurs de pièces détachées à la gare là, qui nous attendent aussi. Eux aussi, ils ont passé leur commande. Cap est mis sur Adzopé, où se trouve la grande partie de ses clients. Ce matin, il doit livrer l'une de ses meilleures clientes. Princesse, comment tu vas? Je vais bien, je vais chez toi. Ouais, je vais super bien. Tu es toujours belle comme d'habitude. Merci, arrête de me flatter. Non, Tu as c'est envoyé vrai. ma commande. Ouais, j'ai apporté ta commande. Tu as demandé spaghettis Des au spaghettis soja avec des épices. voilà, les épices d'assaisonnement. Tu les as ici. Voilà, tu as demandé 2 tagliatelles, voilà les 2 paquets. Voilà, plus le sel d'assaisonnement. D'accord. Exactement. Cette dame est l'une de ses clientes fidèles. Elle a découvert le pain de soja grâce à lui. Depuis lors, c'est avec lui qu'elle commande le petit déjeuner. Je prends du pain avec lui et lorsque je vais au village, comme il est basé dans mon village, c'est chez lui que je mange le petit déjeuner et autres. Il le fait très bien. Il fait du bio. Et ce qui me plaît, c'est qu'il cuisine. Il cuisine pas avec les cubes qu'on vend au marché. Là. Il fait ses épices de façon naturelle. Voilà. Donc j'ai commandé aussi. Je vais tester pour voir. En moyenne, il livre une trentaine de commandes par jour. Ouais, tranquille. Alors là, moi encore ce matin, là, Joe, j'ai envoyé les pains au soja. Oui, Voilà, donc j'ai envoyé ta commande. merci, c'est gentil. Aïssa qui est là. On Aujourd'hui, on a le sucré et on a le salé. Ce modèle-là, ça, tu n'as pas encore goûté ça, non? En forme d'étoile, là. Là, c'est avec du soja même, en fait. Viande de soja. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est du bon. D'accord. Non, il y a avoir le temps de déguster. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te présenter aussi un autre produit. Oui. Voilà. Ça, ce sont les arachides enrobés, appelés les kamatigé. C'est fait à Kamatigé. base de soja, oui, oui. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire, tu as de l'arachide à l'intérieur couvert. Regarde comme ça est sur l'étiquette. C'est vraiment intéressant. Voilà. On fait ça à 500 francs aussi. Non, c'est bien. Tu as encouragé. Tu as encouragé. Donc ça fait 1000 francs en même temps. Ouais, exactement. Merci bien. Gentil. Il n'y a pas de souci. C'est très bon. Moi, ça m'étonne que c'est lui qui fait même. Quel est celui qui fait dire avant du vide? C'est faux, hein? Et tout ce talent-là, tu n'as pas encore trouvé une structure, un coin, et puis tu es encore dans cette situation-là. Bon, c'est la vie. Sinon, il est bon. À base de soja naturel, sans produits chimiques, c'est tranquille. Chaque jour, on prend un peu, on déguste. C'est la famille, c'est l'encouragement. Avec son carton de pain en main, l'homme arpente les gares de la ville pour commercialiser ses produits. Dames et messieurs, bonjour. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà, je suis monsieur Joby. J'ai l'habitude de venir présenter mes produits à base de soja ici. Beaucoup, peut-être certains m'ont déjà vu, certains ne m'ont pas encore vu.
Voilà. Ce matin, je suis venu vous présenter des produits faits à base de soja, qui sont des très bons pains. Voilà. Vous voyez, ce pain que vous voyez là, ce sont des pains de soja. Vous avez deux qualités, il y a le salé et il y a le sucré. Là, en forme d'étoile, c'est du salé. À l'intérieur, vous avez du poulet haché mélangé avec la poudre de soja. Un kit pour vous. Sa présentation séduit, les commandes s'enchaînent. Des clients qui découvrent pour la première fois le pain à base de soja sont stupéfaits. Il est très bon. Le pain est bon. C'est la première fois de manger du pain au soja. Oui, c'est ma première fois de manger pain au soja. C'est sucré, c'est intéressant quoi. En moins de 3 ans, ce jeune Ivoirien a su imposer ses produits dans la région de Lamé. Cette activité lui rapporte en moyenne 150 000 à 200 000 francs CFA le mois. L'homme est toujours à la recherche de la clientèle pour accroître ses revenus. Il ambitionne créer une viennoiserie, rien que pour transformer les produits dérivés du soja. Mais sans financement, il peine à réaliser son rêve. Fort apprécié et vanté par les phytothérapeutes, le soja regorge de multiples vertus thérapeutiques et culinaires. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens se sont lancés dans le business de la transformation du soja en produits dérivés. On va presser comme ça. Mais pourquoi moi je ne pourrais pas presser? Parce qu'il faut beaucoup de force pour le faire. Ama Justine, celle qu'on surnomme Maman Soja, est l'une des pionnières de la transformation du soja en produits dérivés en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a besoin que de machines. Je dis toujours aux gens, donnez-nous des machines et nous allons vous faire des merveilles. On ne veut pas autre chose. On fait des machines. Ça, là, tout ce temps qu'on passe là, si on était dans l'unité de production de ma camarade, on aurait fini de presser depuis. On serait passé à la deuxième étape. Mais regardez comment elle presse. Vous pensez que, regardez comment elle presse. Vous pensez que moi, une vieille femme, je peux faire ça? C'est pas toutes les jeunes filles même qui peuvent presser ça comme ça. Sur sa page Facebook, elle dispose de toute une gamme de produits dérivés du soja. Des brochettes de soja, du lait, de la farine, le gnomi, du pain fourré et de la crème de soja. Ce matin, elle est en pleine préparation de l'une de ses spécialités, la brochette de soja. Si tout ne peut pas rentrer, attends, on va mettre ici là-bas. Il faut éteindre le feu. Éteindre le gaz là maintenant. Regardez par là. Regardez ici. Voilà. C'est devenu la viande de soja. Il faut extraire l'eau pour que ce soit chose, comment on appelle ça? Pour qu'on ait une pâte, pour obtenir une pâte. C'est avec cette pâte-là, c'est cette pâte-là qui est la viande de soja en fait. Une pâte qui est comme du fromage. Ancienne directrice dans un centre d'assistance sociale, elle a quitté son poste pour se lancer dans ce business. Une activité qui lui rapporte gros. Avec le salaire de 90 000 francs, et je ne pouvais pas me permettre de louer un certain standing de vie. Oh, j'aime le luxe. Avec mon entreprise, jusqu'à ce que je quitte ici, je pouvais me louer une maison de 150 000 francs par mois. Et je vivais bien. Je vivais très bien. On gagne l'argent dedans, oui. Après 10 ans de métier, Maman Soja s'est imposée dans son secteur d'activité. Son travail lui a valu plusieurs distinctions. Je suis dans l'association des inventaires de Côte d'Ivoire. Inventaire innovateur de Côte d'Ivoire. Je suis dans l'association. Oui. Maman Soja est plus d'excellence. Maman Soja est plus d'excellence, plus Tony et Lumelou. Prix Afrique verte. Maman Soja a beaucoup de prix. Ces récompenses lui ont permis d'accroître le nombre de sa clientèle. Elle reçoit plusieurs commandes lors des cérémonies. Si le client veut des brochettes de soja pour son traiteur, pour sa cérémonie, en fait, souvent il y a des baptêmes, les cérémonies de mariage. Et les gens commandent ça et ils commandent la quantité de brochettes de soja qu'ils voudraient qu'on apprête pour eux. Et puis on le fait pour eux. On veut que les clients mangent ce que nous-mêmes nous fabriquons, qui ne contiennent pas de conservateurs. La tomate là, par exemple, il n'y a pas de conservateur dedans. C'est nous-mêmes qui l'avons fabriquée. Donc le client mange sain, sans conservateur, et il mange des produits locaux. La consommation des produits à base de soja pour elle permet de lutter contre la malnutrition.
Je conseille aux Ivoiriens de manger le soja pour éviter d'être malnutris. Parce qu'assistante sociale, nutritionniste, je découvre que les Ivoiriens sont malnutris. Aujourd'hui, rares sont les foyers où on ne fait pas sauce de 3 à 4 jours. Donc, attends. Si on peut utiliser le soja comme un complément alimentaire pour boucher les trous des sauces couchées qui n'ont plus de sels minéraux, de vitamines et de protéines, bon, mais c'est une bonne chose. Voilà. Elle propose d'autres produits dérivés du soja sous forme de tisane. C'est la farine maman soja. On la prend sous forme de tisane. Vous prenez une cuillère, quand vous achetez, je vous offre une cuillère. Avec cette cuillère, vous mesurez, vous mettez dans un gobelet, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez dessus, vous remuez et vous laissez infuser. Vous laissez infuser, vous buvez le soir au coucher. Ça, ne serait-ce que ça, c'est un grand complément alimentaire, ne serait-ce que ça. Quel que soit, vous avez des problèmes d'yeux, des problèmes de constipation, de fatigue, les règles douloureuses, les maux de dents, tout ce qui est douleur, ça calme toutes les douleurs et ça régularise le cycle menstruel de la femme. Même celles qui sont à la période de préménopause, ça régularise le cycle. Ça régularise le cycle. Et les témoignages de ce produit sont légion. C'est un policier qui avait l'incontinence urinaire, avait après un AVC, sont venus se servir dans ça. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Et ça, c'est à base de quoi? C'est 80% de soja et puis 20% de mon secret. J'ai toujours des secrets. Après une longue attente, les brochettes sortent du four. Faut tirer. Attends, il faut tirer ça. Attends. Voilà. Attends, maman. Attends. Voilà, c'est prêt. Ah oui, c'est prêt. C'est prêt, hein, c'est prêt. Éteignez le feu. C'est la dernière étape. Et c'est le moment de consommer. Donc je vais manger, vous allez voir comment c'est doux. Merci. C'est bon. Ça ressemble à quoi? La viande. On dirait la vraie viande même. Ces brochettes riches en protéines peuvent remplacer la viande chez les végétariens. Mais pas que, car le soja contient aussi des vertus thérapeutiques. Il jouerait un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires en réduisant le taux de mauvais cholestérol selon certains spécialistes. À Abidjan, les produits dérivés du soja trouvent de plus en plus d'adeptes. De plus en plus de boutiques spécialisées dans la vente de ces produits sont installées dans la capitale économique. Brice a ouvert sa boutique dans la commune de Yopougon. Le produit essentiel, c'est le soja. Et après des études menées, on a essayé de faire des mixages, c'est-à-dire des savons plus d'autres produits. Le savon de soja au lait de vache, qui est recommandé pour les teints bronzés. On a le savon de soja au miel, qui est recommandé pour les teints noirs. Cette huile-là, sur d'autres pages, vous allez voir les bidons de 70 ml qui sont vendus à 2000 francs, 3000 francs et même plus. Sur certaines pages qu'on ne va pas citer ici. Et donc, vu les vertus de cette huile-là, ce bidon, il sort comme de petits pains. Le prix est vraiment abordable. Le client qui vient ici a la possibilité de faire son choix parmi la gamme des produits. Le produit qui sort le plus ici, c'est le lait de soja. Oui, le lait de soja. Voilà. Ce lait-là, il est vraiment riche. Il contient énormément de fibres. Il contient presque tout ce qui est vitamine. Voilà. Et il est conseillé dans plusieurs cas. Il facilite la circulation sanguine, il facilite le transit intestinal, il aide à la régularisation de la glycémie, il intervient aussi dans les cas d'hypotension et hypertension. Voilà. Et on a vraiment des résultats qui sont avérés. Brice a ouvert sa boutique il y a seulement 2 mois. Son activité tourne à plein régime. C'est sur les réseaux sociaux qu'il propose ses produits à ses clients. À peine la page ouverte, il reçoit les premières commandes. Mademoiselle Oriane, oui. Oui, en fait, j'ai entendu parler de vos produits à base de soja. D'accord. Donc, j'appelais pour pouvoir essayer. D'accord. Déjà, par lequel des produits vous êtes intéressé, s'il vous plaît? Par le lait de soja, puis l'huile de soja. Ok. Je me présente, je suis Brice
de chez Soja Nature Bio Plus pour vous assister. Alors pour le lait de soja, nous en avons, c'est le lait concentré de soja naturel. Le bidon de 1 litre, il est à 2500 francs l'unité. Et pour l'huile qui vous intéresse, nous en avons sous 2 formats disponibles présentement. On a le format de 70 ml à 1000 francs CFA et le format de 125 ml à 2000 francs CFA. Cette cliente veut un produit dérivé du soja pour régulariser sa glycémie. Brice lui propose du lait de soja. On m'avait dit que vous faites des gens en fonction des maladies que vous avez. Ok. Pour le diabète, nous vous conseillons d'utiliser le lait de soja. Déjà, vous êtes diabétique de quel niveau? Niveau 1. D'accord. Ok. Ce que nous vous conseillons déjà, c'est que le lait de soja peut vous aider à régulariser votre glycémie. Alors, l'incorporer dans votre alimentation au quotidien peut vous faire beaucoup de bien. Ok. D'accord. Alors, vous confirmez une commande? Vous êtes... Oui? Je fais un crocodile Rivera. Oui. D'accord. Si Brice est aussi confiant, c'est parce qu'il y a un retour très favorable de ses produits. On a eu des cas où des personnes qui ont commandé le lait pensant régulariser leur glycémie. Dès les premières utilisations, il y en a une dame comme ça qui nous a appelé. Elle a utilisé le lait. 3 jours après, au lieu que sa glycémie baisse, elle est montée. Et la dame nous a appelé tout affolée. Nous l'avons rassuré que ce genre de cas, on en a vu. Continuez à utiliser le lait. Au bout de 10 jours consécutifs, elle verra le résultat. Et je vous assure, elle a écouté notre conseil. Au bout des 10 jours, elle a eu la stabilisation de sa glycémie. De 3 et quelques, la dame est descendue jusqu'à 1,2. En moyenne, ce jeune entrepreneur reçoit une trentaine d'appels par jour. Des clients qui sont à la recherche de produits de qualité à base de soja. Le soja, cette légumineuse aux grandes vertus nutritionnelles et thérapeutiques, a été testé dans tous les microclimats ivoiriens depuis 1968. La région du Bafing a été la toute première région d'expérimentation de la culture du soja. En 2018, l'État relance le projet soja dans cette région. D'un coût de 45 milliards de francs CFA, le projet vise 30 000 hectares et devrait permettre à plus de 3 500 producteurs d'accroître leurs revenus. Mais depuis sa mise en œuvre, certains paysans de Touba sont confrontés à des difficultés. Voici le soja. Vous voyez, voici le soja. Fatigué par les herbes, malgré le traitement que nous avons fait en dernière position. Voici le soja. C'est dedans, on va rentrer pour arracher. C'est comme ça, on va trier. C'est comme ça. Voyez-vous? Voilà. Voici le soja. Des centaines d'hectares de champs de soja envahis par les herbes. C'est au milieu de ces grandes herbes qu'il faut arracher les tiges de soja. Un travail pénible qui, selon les paysans, n'était pas inscrit dans la mise en œuvre du projet. L'ensemble de la forme. La forme de quoi? Du projet? Du projet relancé est bon, mais il y a du faux. Le faux là, c'est ce que vous voyez sur la terre actuellement. Qu'est-ce qui était prévu en faisant ce projet quand le gouvernement a lancé? Ce projet, le gouvernement a relancé dans le but de nous venir en aide. Et ils ont dit qu'il y a une société qui doit prendre. Il fait le labour, le semis, les traitements. Et puis maintenant, on partage, on nous remet nos parcelles. Avant le partage, déjà l'herbe a déjà pris tout. Donc tout ce qui vient maintenant comme pour intervenir contre l'herbe ne peut rien agir. Il ne peut rien faire puisque l'herbe est déjà formée. Pour ces paysans, ces dispositions n'ont pas été respectées par l'opérateur en charge de la partie technique du projet. Résultat, la production a chuté. Les paysans sont au bord du gouffre. Techniquement, un soja avec une bonne variété de semences, bon taux de germination, on a 80 kg à l'hectare. On doit semer 80 kg à l'hectare pour atteindre les 3 tonnes à l'hectare proprement. Avec 80 kg,
tout ce que la superficie demande, si tu l'as mis, l'apport d'engrais, le traitement insecticide et herbicide, tu peux t'en sortir avec 3 tonnes à l'hectare de soja. Mais aujourd'hui, là, avec le retour du projet, là, on n'arrive même pas à obtenir 50 kilos à l'hectare. Sidi, lui, attend en vain la batteuse depuis 2 semaines. En cas de pluie, il risque de perdre une bonne partie de sa récolte. Beaucoup inquiets, puisque le temps est menaçant. Il peut y avoir la pluie. Actuellement, la pluie ne nous arrange pas. Quand la pluie tape comme ça, là, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. Donc, actuellement, vraiment, on est inquiet. On est pressé même qu'il y ait une maçonnerie pour venir taper ça. Et puis, ça va quitter sous parcelle. Il y a ces problèmes. Et puis, il y a encore thermie. Quand ça est à terre comme ça, s'il n'y a pas produit, vraiment, thermie va commencer à bouffer. À quelques kilomètres plus loin, dans la région de Ferkessé-Dougou, pour ne pas perdre la récolte, certains paysans se chargent même du battage. Pendant que les hommes font le battage, les femmes se chargent du tamisage pour extraire les grains. Le travail est pénible, mais c'est le seul moyen pour ces paysans de sauver leur récolte. C'est difficile, on ne peut pas faire le battage comme le riz, on n'arrive pas à bien travailler. Si on nous aide à avoir les machines, on peut aller plus vite. Quand on finit de travailler comme ça, on est tout fatigué. Et c'est difficile de faire un autre champ l'année prochaine. Depuis 1 an, ces paysans sont assistés par une coopérative qui prévoit les aider à faciliter le travail. En retour, la coopérative achète la production. C'est elle qui fixe les règles. Oui, nous achetons la production. Nous leur donnons les intrants, tout ce qui est semences, produits phytosanitaires, et après nous venons acheter la production avec eux. Vous achetez le kilo à combien? Bon, cette année, le prix Bochon est de 225 francs. 225. Et c'est un prix qui est national ou bien c'est vous-même qui fixez? Bon, à vrai dire, le soja n'est pas encore, voilà, c'est pas un prix national. Je pense que c'est le prix que nous avons fixé cette année. Il y a certains endroits où c'est moins que ça. Certains endroits où vous arrivez aussi, c'est peut-être plus que les 225. Pourquoi le soja peine à prendre ses marques alors que l'État a injecté plus de 45 milliards de francs CFA? À Abidjan, nous partons à la rencontre de Siloué, directeur de l'évaluation des projets au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'homme donne des précisions. Pour le moment, on ne fixe pas le prix d'achat du kilo de soja. Comment ça se passe? Le projet va aboutir à la mise en place d'une filière. Et l'État ne va pas venir comme ça pour imposer un prix de vente aux populations. Ce n'est pas encore entré dans les cultures conventionnelles comme le palmier, comme le coton, comme l'anacarde, où nous avons des filières entièrement établies, où l'État joue son rôle de régulation en fixant en fonction des prix internationaux un prix de minimum d'achat pour champ. Le patron de l'évaluation des projets revient sur les préoccupations soulevées par les paysans dans la région du Bafing. Ce qui se passe au niveau du soja, vous avez vu, les parcelles sont grandes. C'est des parcelles de 3, 4, 5, même 10 hectares. Demander à un individu d'entretenir 10 hectares à la main, ce n'est pas possible. Donc on a fait ce qu'on appelle le traitement herbicide pour empêcher que les herbes poussent. Mais le traitement, quand tu le fais, il peut réussir comme il peut ne pas réussir. L'existence des herbes n'empêche pas la récolte du soja. Parce que la récolte est mécanisée. Et la moissonneuse passe et elle ramasse tout. Et la machine sépare les graines de soja de tout ce qui est herbe. En relançant le projet soja, l'État ivoirien veut diversifier les cultures et réduire la prépondérance du binôme café-cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, aider les paysans à accroître leurs revenus. Avec ses nombreuses vertus, le soja est même devenu l'un des aliments les plus consommés au monde. En Côte d'Ivoire, sa consommation n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais d'ici quelques années, le soja pourrait être un aliment incontournable dans nos assiettes. On peut
faire beaucoup de choses avec le soja, Pierre. Et oui, on le découvre hein, avec tous ces éléments. On l'a vu la semaine dernière avec le akpi et maintenant avec le soja. Eh bien, nos cultures sont riches. Hein. Exactement. On va accueillir en plateau, sans plus tarder, Ama, Justine. On l'a vu dans le reportage, Pierre. Elle se fait appeler Maman Soja. Soja. Elle va nous rejoindre dès à présent. Merci d'être avec nous. Merci de venir sur le plateau de NCI Reportage ce soir, Ama Justine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'où vient ce pseudo, Maman Soja, qui vous appelez comme ça pour la première fois? Oui, Maman Soja, parce que depuis des années, je fabrique le soja. Je transforme le soja en pain. Et c'est lorsque je transformais le soja en pain que mes clients ont commencé à m'appeler Maman Soja, puisque j'étais la seule en Côte d'Ivoire en ce moment à faire du pain au soja. C'est pour cette raison qu'on m'appelait Maman Soja. Et moi-même, je l'ai imposé aussi. Eh bien, justement, Maman Soja, c'est un pseudonyme qui vous va bien. Votre histoire, c'est celle-là. Vous aviez un emploi stable et vous vous êtes lancé dans cette aventure, dans ce business, alors que personne encore ne le faisait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ou alors est-ce que vous êtes contente d'avoir tout quitté pour continuer cette aventure du soja? Je suis heureuse d'avoir tout quitté pour venir, pour m'engager dans la transformation du soja. En fait, je ne suis pas la première à avoir commencé la production du soja. Alors, vous étiez très peu au début, c'est ça? Oui, oui. Il y avait une dame qui le faisait, une assistante sociale aussi, qui le faisait. Mais en fait, malheureusement, elle a eu un accident et elle est partie. Et le terrain était resté vide. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Au moins, j'ai été interpellée et puis j'ai commencé la transformation du soja. Mais je l'ai commencé depuis à mon poste. Lorsque j'étais à Bongouanou, c'est par là-bas que j'ai commencé à transformer le soja pour les enfants. On apportait ça comme un complément alimentaire. Il faut bien que je précise. Les gens ne mangeaient pas, les enfants ne mangeaient pas le soja. C'était un complément alimentaire. Au lieu de mettre le lait dans la bouillie des enfants, on y mettait une fine quantité de soja. Alors, vous avez été primé de nombreuses fois, notamment dans votre investissement dans cette filière soja. Qu'est-ce que ces distinctions vous ont apporté au-delà de la simple reconnaissance? Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en place? Oui, ces distinctions m'ont d'abord galvanisé. Parce que quand vous travaillez, vous avez besoin d'être récompensé. Et moi, je prenais ces récompenses comme quelque chose qu'il fallait pour que je puisse continuer ce que j'ai commencé. Et pour ces récompenses aussi m'ont permis de ne pas regretter d'avoir quitté un emploi stable pour venir me lancer dans l'aventure. Donc j'ai compris que je n'avais pas tort. Vous avez un rêve, hein, c'est d'ouvrir votre propre usine de transformation de soja. Comment on explique que malgré tous ces prix, vous n'êtes pas encore aujourd'hui parvenu à le réaliser, ce rêve? C'est le monde de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et ça, je ne cesserai jamais de crier cela. Parce que l'entrepreneur a toujours besoin, à un moment donné, d'être épaulé par l'État et être épaulé par les institutions financières. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est là le problème. Vous avez le sentiment que malgré tout ce qu'on entend ces derniers temps, ces prises de parole pour parler de la transformation, de l'importance de transformer nos matières premières, eh bien, derrière, dans les agissements, dans les faits, on n'y est pas encore. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis, et je le dis. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Je l'ai dit le 28 novembre à l'ASCAD, je l'ai dit. Et aujourd'hui, ici, je le dis, je répète, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont des promesses, si vous voulez, ou bien des projets. Mais pour le moment, au moment où nous parlons, il n'y a rien. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui transforme le soja, qui fabrique du hachis de soja, que des enfants peuvent consommer dans les cantines scolaires, que cette personne ne soit pas aidée, épaulée, et qu'on fasse venir ça des États-Unis, quelque chose qui n'est même pas du soja à 100%, et qu'on met dans les cantines. Quand vous allez rencontrer ceux qui peuvent vous aider, ils vous demandent de vous leur donner votre secret de fabrication. C'est ce qu'ils demandent. Mais dites-nous, il faut nous dire ce que tu mets dans tes brochettes de soja. Maman Soja, dis-nous ce que tu mets dans tes brochettes de soja. Alors,
Mais si quelqu'un me demande de lui donner le secret de ma fabrication, ça veut dire qu'il veut que je n'existe plus. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le soja entre dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens? Est-ce qu'on consomme soja ou est-ce qu'il faut les intéresser aussi, les amener à apprécier cet or vert? Oui, en fait, je voulais dire quelque chose pour répondre un peu à cette question. Vous voyez, en Europe, avant, les Africains vieillissaient plus que les Européens. Aujourd'hui, c'est les Européens qui vieillissent plus que les Africains. Parce que les modes d'alimentation ont changé. Les Européens retournent à leur tradition. Et nous, les Africains, nous voulons manger ce que les Blancs ne veulent plus manger. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, les Blancs ont introduit le soja dans leur alimentation. Le soja, les gens disent que ce n'est pas doux. Mais le soja, c'est indispensable. Il est indispensable au développement du corps humain. Il est indispensable. Alors, quand quelqu'un ne mange pas, quand les Africains ne veulent pas manger le soja et qu'ils mangent ce qui peut les rendre malades, mais c'est normal qu'ils ne vieillissent pas. C'est normal qu'à 40 ans, à 45 ans, ils meurent. Vous voyez, avant, pour qu'une femme soit ménopausée, il fallait attendre 50, 55 ans. Moi, avant ma retraite, j'ai fait une étude. Je me suis rendu compte que les jeunes gens, à partir de 40, 45 ans, sont préménopausés. Ce qui est normal, puisqu'ils commencent les règles à 9 ans, à 10 ans. Alors que nous, on faisait nos premières règles à 17 ans, 18 ans. C'est normal que le temps de la ménopause dure par rapport à pour eux. Mais pour pouvoir pallier à ça, c'est le soja. Alors aujourd'hui, vous nous avez rappelé qu'il y a de l'importation de soja, notamment des États-Unis, qu'il est présent donc, dans nos cantines. Donc ça veut dire qu'il y a une utilisation de soja. Mais alors, est-ce qu'il y a assez d'acteurs justement de cette filière pour engendrer un gros accompagnement du gouvernement aujourd'hui? Vous êtes combien à faire de la culture, de la transformation de soja en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une concurrence aussi Oui, vous savez, quand on fait quelque chose que ça marche, tout le monde veut faire. Mais quand tu fais que ça ne marche pas, qui va faire? Depuis 20 ans, j'ai fait le soja. Et 1, 2, 3, on me met dans les rues d'Abidjan. 1, 2, 3, je suis pris d'excellence. Mais il suffit de peu, et puis je me retrouve dans les rues d'Abidjan. Vous pensez que quelqu'un veut venir? Est-ce que vous-même, mon fils, si on vous dit de suivre une personne comme moi, vous allez la suivre? Mais c'est ça. Puisqu'il n'y a pas d'accompagnement. Vous êtes un beau modèle, mais c'est vrai qu'on aimerait du coup voir de l'accompagnement pour le développement de la filière. Non, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Comment quelqu'un peut venir? La transformation du soja est très difficile. Le soja est très bon pour la santé, mais quand c'est mal transformé, ça rend malade. Donc, l'accompagnement, le travail est très, très, très difficile. Si on ne le fait pas, regardez, vous avez vu la vidéo de la transformation pour obtenir les brochettes de soja. Regardez, on commence le matin pour faire 2 kg de soja. On a commencé le matin. On a fini à 18 h. Une vraie pénibilité dans le travail. Mais oui. Et donc, si il n'y a pas de machine, il n'y a pas quelque chose pour faire ce travail-là, c'est quel jeune de maintenant qui est accroché à Internet qui va vouloir venir faire ce travail? Ce sont des machines qui sont coûteuses, que vous ne pouvez pas vous permettre en tant qu'entrepreneur. Vous avez besoin d'un accompagnement aujourd'hui. Oui, on a besoin d'accompagnement. Ce n'est pas seulement les machines. Construire même l'unité de production. On m'avait dit, si tu as ton terrain, on va t'accompagner. J'ai acheté mon terrain. On ne m'a pas accompagné jusqu'à ce que je me décide d'aller au village. Voilà. Donc, c'est ça qui est le vrai problème. Donc, nous ne sommes pas nombreux. Pour répondre à la question, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie de trimer dans la vie. Est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer ce soir? Oui. Il y a le soja, c'est une usine qui va employer des jeunes Ivoiriens. Quand j'ai dit le soja est une usine, c'est-à-dire que le soja lui seul, dans le soja, là, on fabrique les aliments des animaux. Dans le soja, on fabrique les aliments, la nourriture pour les êtres humains. Dans le soja, on enrichit le sol. Donc vous voyez comment cette plante-là est importante. Il y a beaucoup de débouchés. Il y a beaucoup de débouchés. Beaucoup de débouchés. Alors si l'État décide d'encourager la transformation du soja, mais tout projet de soja va réussir. Mais tant que la transformation n'a pas été encouragée, mais les producteurs ont leur soja sous la main. Moi, souvent, les gens m'appellent, j'ai 100 kg, j'ai 30 kg, j'ai ceci, j'ai des tonnes. Je leur dis, mais moi, je transforme 3 kg. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait 3 kg.
Vous pensez que j'ai envie de prendre des tonnes? C'est de la perte. Donc. Voilà. En tout cas, on voit que vous en parlez avec beaucoup de passion de cet univers du soja. Depuis 20 ans que vous le faites. On espère que cette émission ce soir servira à quelque chose. Merci d'être passé et de nous avoir parlé de votre univers, Ama Justine. Merci. Merci. Maman Soja, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et Pierre, en seconde partie d'émission, on va aller dans le Bafing. Et oui, on va découvrir cette région merveilleuse qui regorge de nombreux lieux qui plairont aux aventuriers. Ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. Direction le nord-ouest, Mélina. Et oui, Pierre, précisément dans la région du Bafing, une région méconnue du grand public. Pourtant, elle a un vrai potentiel touristique. On va découvrir sans plus tarder dans ce reportage signé Roger Appé, Roméo Tapé et Serge Roland-Gicard. À plus de 700 km d'Abidjan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, se trouve l'une des régions du pays qui regorge de nombreux atouts touristiques, la région du Bafing. Nous sommes allés à la découverte de ces sites dans le but de retracer l'histoire de ces lieux d'attraction. C'est à Toutié, village situé à une trentaine de kilomètres de Touba, que nous débutons la visite. Bonne arrivée, Monsieur le Président. Bonne arrivée. Vous êtes à Toutié. Ici, c'est Chérif, l'un des guides touristiques de la région qui est le maître des lieux. Ce matin, il reçoit des touristes venus des 4 coins du pays. Toutié est fondé par Bamba Tchemoko Tchemonkoya. Tchemonkoya était chef de guerre, il était chasseur. Donc c'est à la recherche des gibiers qu'il est venu tomber sur les grottes ici. Ces grottes ont été découvertes vers le XVIe siècle, pendant les guerres d'occupation qui opposaient le peuple malinké au peuple Dan. C'était utilisé comme refuge en face à l'ennemi. D'accord. Voilà. Ce que je voulais savoir, à ce moment-là, il vivait seul ou bien il avait tout un, il avait village avec une troupe. D'accord. Toute une troupe. Okay. Oui. Puis il était chef de guerre. Donc on peut considérer que ici c'était la caserne. Non. C'est ici. Oui. Ce n'est pas la caserne. C'est Dui qui peut être considéré comme la caserne, puis c'est là-bas, c'est l'arsenal. Ok. Ce refuge, sous forme de bunker, s'étend sur 50 mètres de long, 30 mètres de largeur et 2,5 mètres de hauteur. À la découverte de ces grottes historiques, les touristes ne cachent pas leurs émotions. Il y a mes filles, que j'ai été à Toutié, j'étais dans la grotte. Je me suis assis même à l'intérieur de la grotte. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, que tu étais avec moi aussi. Ouais, vraiment, là, c'est mon partenaire sûr. Je suis originaire de la région 7. Mais comme nous ne sortons pas, mais à travers notre festival, le Woya Festival, nous avons décidé de valoriser notre culture. Et pour pouvoir valoriser cela, toi-même, il faut vivre d'abord la chose. Si toi-même tu ne vis pas la chose, tu ne peux pas raconter à quelqu'un. Donc je crois qu'à travers ce passage ici, là, je vais montrer à mes filles, voici les merveilles de votre région natale. La plupart d'entre eux découvrent pour la première fois ces grottes. Et pour immortaliser leur passage, ils prennent des images de souvenirs. Je ne savais pas qu'on avait ce genre de vestiges dans nos régions. C'est plaisant de se trouver là, c'est tranquille. C'est votre première fois de venir ici? Oui, c'est ma toute première fois. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps? Non, ben, c'est maintenant qu'on s'y prend. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Tout compte fait, on l'a vu maintenant, donc c'est déjà bon. Il faut toujours un premier départ. Moi, je suis vraiment impressionnée par la beauté de cette grotte. Quand on y rentre, on est vraiment apaisé, il y a la fraîcheur. Et puis, cette sensation qu'on n'a pas à Abidjan, la qualité de l'air, la fraîcheur, tout ça, je suis vraiment impressionnée de découvrir ce site. À 300 mètres de là, les touristes découvrent la deuxième grotte, appelée en langue maouka la Kéni, qui signifie une seule entrée. Avec 100 mètres de long, la hauteur se décline au fur et à mesure qu'on avance dans le fond. Sa visite nécessite des dispositions particulières.
Le mythe est que les torches, donc tout ce qui est fabriqué par le blanc, à un moment donné, ne peut plus faire de la lumière. Il n'y a plus d'effet. Mais si on allume une torche, au fur et à mesure, on voit pas clair. Oui, au fur et à mesure, la lumière de la torche là n'est plus visible. Diminue. Ici, on allumait les bambous, on mettait le feu au bambou et c'est ce qui nous éclairait. Ça, c'est ce qui est naturel, adapté aux grottes ici. Ces grottes servaient aussi de camp d'entraînement pour le chef de guerre et ses soldats. C'est ici qu'il préparait l'offensive contre ses ennemis. Nos parents qui fuyaient l'esclavage pouvaient fuir pour rentrer ici. Oui, mais malheureusement, ce n'était pas donné à tout le monde. C'est le fondateur de ce village Toutier. Et enfin, il utilisait pour ses soldats. Pour ses soldats. Oui. Au cas s'il perd la guerre, il peut replier dedans. Voilà, il repliait pour se cacher des stratégies. Ah, d'accord. Donc, on peut dire que c'est un camp militaire ici alors? Non. Bon, c'était un camp militaire en cachette. Une cachette. Ah, d'accord. De refus avant de replier. Avant de replier. La plus grande grotte est celle-ci, appelée Doui qui signifie en langue maouka l'obscurité. Cette grotte souterraine s'étend sur 60 km jusqu'à la frontière de la Guinée. Selon la légende, c'est ici que le chef de guerre Bamba Tiemoko a caché son arsenal de guerre. Le chef de guerre qui a fondé le village, il a son arsenal ici, donc il y a tout un mythe. On peut voir l'arsenal. Justement, puisque c'est mythique et mystique, donc on ne peut pas voir. On peut pas voir. Nous-mêmes, nous avons tout fait. C'est ses descendants, mais malheureusement, on n'a pas encore eu la bonne manière en tout cas, de faire en sorte de retrouver les traces de son arsenal. Les visites ici sont limitées, car les forces surnaturelles qui assurent la protection de ces grottes ne doivent pas être dérangées. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient dans ces grottes. Les vendredis sont interdits. Pourquoi? On s'est dit que un point comme ici, les vendredis, forcément, il y a des génies qui habitent. Et les vendredis sont sacrés, sont considérés chez nous ici un jour sacré. Donc ce jour-là, on ne doit pas les déranger. Dans le passé, ce lieu servait aussi de passage pour le peuple maouka pour se rendre en Guinée. Aujourd'hui, cette voie souterraine n'est plus utilisée par les villageois. Ces derniers craignent de rencontrer des invités surprises lors de leur visite. À la montée de la côte qui est devant là-bas, après la descente nette, on voit le marigot. On voit même des feuillages plus de oui, ça n'a rien à voir avec l'espace. Non, ça n'a rien à voir avec l'espace. Et puis ça continue. Mais derrière ce marigot, vraiment, c'est difficile d'aller plus loin. Car pour nous, c'est dangereux. Un jour, on a croisé seulement un serpent python qui était en bordure de l'eau. Sinon, on n'a pas croisé autre animal féroce. Et vous n'avez rien fait quand vous avez vu? Rien de mal. Oui. Seulement, on a eu peur, mais ça ne nous a rien fait. Vous l'avez dépassé? On ne l'a pas dépassé. On était même à côté, côte à côte comme ça, à son niveau. Mais il ne s'est même pas mouvementé auprès de nous. Après ce témoignage de l'un des fils du village, notre visite s'arrête plus tôt que prévu. Personne n'ose prendre le risque d'aller plus loin. Est-ce les raisons pour lesquelles le site est devenu très peu visité par les touristes? Difficile de l'affirmer. En moyenne, vous recevez combien de touristes qui viennent visiter la grotte? Il faut dire que dans les années 82-83, sous le ministre Lamine Fadiga, ministre de la Marine d'alors, presque tous les week-ends, il y avait l'animation dans ces grottes. Presque tous les week-ends. Parce que c'était un moment où le tourisme local était consommé. Donc presque tous les week-ends en tout cas. Bon, depuis la crise militaro-politique qu'on a connue, il faut dire que évidemment ça a diminué. Aujourd'hui, en moyenne, vous avez combien de touristes qui viennent? Quand vous calculez dans le mois? Dans le mois, dans l'année, on n'a pas plus de 10. Certains fils de la région, comme ce cadre, qui conduit la délégation des touristes, tentent tant bien que mal de promouvoir le tourisme local. On vient
pour véritablement montrer à la face du monde les atouts culturels et touristiques de notre belle région. L'année dernière, nous étions à la première édition. Nous avons fait des sites touristiques et quand on arrive, on recueille pratiquement toutes les informations concernant ces sites. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les parents pour pouvoir véritablement faire de ces sites des lieux d'attraction. Et on essaie véritablement de prendre pratiquement tous les problèmes qui concernent la mise en valeur de ces sites. On les consigne dans des documents et qu'on dépose un peu partout pour voir si on peut avoir des financements. Les visiteurs sont ensuite conduits à Sila-Koroganwe, un autre village situé à 6 km de Waninu. Ici, les touristes vont découvrir l'histoire des deux amis qui ont fait 7 fois la Mecque avec des chevaux. Ces deux hommes ont posé des actes de foi dans un endroit devenu un lieu de prière où les visiteurs viennent prendre des bénédictions. Ici, nous sommes là où les deux érudits, El Hadj Moussa Bakayoko et El Hadj Youssouf Bamba, se sont séparés. Et avant leur séparation, ils ont fait des prières. Ils ont pris l'ablution. Les traces sont encore là dans les roches. Il y avait des écritures graphiques. Et comme vous le voyez, c'était depuis le 16e siècle. Et les écritures encore sont visibles dans les roches. À cause de l'érosion, on a fait cette clôture-là. Pour accéder à ce lieu saint, il faut se déchausser. Et avant d'entrer, on enlève les chaussures. C'est comme si on rentrait dans une mosquée. Ça va bon, mon frère. C'est ici que les deux hommes accomplissent des rites de purification avant la prière. Sur ces pierres, on aperçoit des traces de genoux, d'ustensiles de cuisine, des traces de sabots de chevaux et des écritures arabiques qui marquent le passage de ces deux érudits. Le trou dans les roches là, ça c'est considéré comme des bouilloires. Ils ont pris l'ablution là, ils sont venus prier ici, ils ont fait des écritures pour marquer leur passage ici. Et ici ils ont fait beaucoup de bénédictions pour le village. Maintenant ces écritures ça signifie quoi? Bon, il faut le dire, on a un problème, même on avait des intellectuels arabophones ici, ils n'ont pas pu déchiffrer véritablement encore parce qu'avec l'érosion, on n'a pu voir bien. Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure des archéologues, on nous a conseillé des archéologues. Bon, comme nous n'avons pas les moyens, parce que là ça coûte cher, on tend la main aux décideurs, aux hommes du tourisme, pour que vraiment on puisse nous aider à avoir des archéologues pour venir retracer encore ces écritures-là. La présence de ces traces sur ces pierres est un mythe. Elle a une dimension spirituelle. Je ne sais pas si ce sont des roches. Tu fais comment? Est-ce que c'est du bois, c'est à la main? Comment ça se fait? Justement, c'est ce qu'on a expliqué. C'est pas avec le bois que même les traces de cheval, là, on voit ça plus. Vous voyez? Les sabots là sont là. Voilà le micro avec toi. Si tu as fait une bénédiction sur le site, tu as déposé le micro à quelque part. Tellement il y a bénédiction sur toi, le micro où tu as déposé là, tu vas avoir trace là-bas. Même si c'est déposé sur une pierre, ça va se... Oui. Mais si tu as bénédiction. Ça, c'est les gens de son temps. C'est des saints. C'est pas des hommes comme tout le monde. Ils sont partis 7 fois à pied, c'est-à-dire à cheval, donc jusqu'à la Mecque. 7 fois. J'en fais le pèlerinage 7 fois. À la Mecque? À la Mecque. 7 fois. Quitter en Côte d'Ivoire, aller en Arabie Saoudite. 7 fois. En aller-retour. 7 fois. Avec quoi, des chevaux? Oui, des chevaux. Cet endroit, considéré comme un petit lieu de pèlerinage, est l'occasion pour les croyants musulmans de formuler des vœux. En fait, j'ai demandé, vu que je ne suis pas mariée, j'ai demandé que d'ici la fin de cette année 2023, que Allah m'apporte le mariage. C'est ce que j'ai fait comme vœu. C'est ce qui est ma préoccupation. J'ai déjà un travail, j'ai un salaire. Donc, c'était pas islamique, j'allais un peu.
Mais vu que c'est islamique, j'y crois. C'est ma religion. Ces fidèles musulmans qui viennent ici pour la plupart ont la pleine assurance que Dieu exaucera leurs prières. Ce jeune étudiant, lui, implore Dieu pour la réussite de ses études. Étant étudiant, avoir un travail favorable qui pourrait bien me permettre d'aider l'islam à prospérer, qui pourrait bien m'aider aussi à venir en secours aux personnes handicapées et orphelines, qui pourrait aussi m'aider à aider la famille en question. Avant leur retour, les visiteurs se rincent avec l'eau des bouilloires, enfouie dans les pierres. Une manière d'attirer la bénédiction sur leur vie, car selon la légende, cette eau qui ne tarit jamais est une eau bénite. À quelques mètres de là, le guide emmène les touristes au pied du baobab, là où une scène surréaliste s'est produite après le passage des deux érudits. Les deux érudits étaient ici, donc ils étaient aussi à cheval. Et la scène de cet arbre qui est le baobab, et le tronc était couché. Et les deux érudits se faisaient les bénédictions avec la population du village. Mais la population du village, après, quand on fait la bénédiction, eux de mettre les mains sur le front et mettaient sur le tronc de l'arbre. C'est un tronc qui était mort ou bien c'était quoi? C'était pas mort, c'était pas droit. C'était pas droit, c'était couché. Tout le monde aussi une déca. C'était assis dessus. Même la trace que vous voyez là, c'est la trace de la selle. La cheval. Ils ont trouvé ça dessus. Voilà, donc l'arbre était couché. Ils étaient en train de se reposer. Après la bénédiction, donc, ils sont partis. Le village les a accompagnés jusqu'au lieu où nous étions. À leur retour, ils reviennent, l'arbre qui était couché s'est relevé. Et cet arbre-là est là jusqu'à aujourd'hui. Cet arbre qui a plus de 5 siècles est toujours intact. Les villageois ont fait de cet endroit un lieu de prière où les visiteurs viennent formuler des vœux. Avant du monde, un arbre qui était couché s'est relevé. Et ça fait des siècles aujourd'hui, ça est là. Donc on peut demander aussi à Dieu de nous donner aussi la puissance de cet arbre. Est-ce que les villageois le font? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres touristes qui viennent? Il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Quels sont les témoignages de ces personnes-là? Il y a plusieurs cas. Ces personnes sont où? Ils sont en basse-côte. C'est des gens qui quittent la ville. Ils sont en basse-côte. C'est des gens qui quittent la ville pour venir. Ils sont en basse-côte. Ces deux endroits mythiques ont rendu célèbre le village de Silakoro-Ganwe, qui accueille de plus en plus de touristes venus des 4 coins du pays. Mais jusque-là, aucune retombée financière pour le village. Les sites touristiques ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Pourtant, la région du Bafing est riche de son patrimoine touristique. À Sila-Korodan, village situé à 16 km de Touba, nous partons à la découverte des silures sacrées. C'est dans cette mare que se trouvent ces silures. Aucune autre espèce de poisson ne cohabite avec eux. Ils ont été découverts par le fondateur du village, il y a plus de 4 siècles. Celui qui a créé le village, là, il est venu trouver que le poisson est là. Donc comme avant, celui qui est venu créer, il est comme bon, génie comme ça, avec leur tête là. Quand l'oiseau parle, il étonne. Donc, ils ont dit qu'il n'a qu'à venir créer leur village là à couder les poissons là. C'est lui qui a son chance. Il s'appelle comment, celui qui a créé le village? Bamasan. 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 Et qui lui a dit de venir créer le village à côté de ces poissons? Je ne sais pas qui l'a dit. Mais on dit là, on a entendu qu'ils ont dit ça, qu'il n'a qu'à venir créer leur village à côté des poissons là ici. Ces silures incarnent l'âme des ancêtres. Ce sont les protecteurs du village. Ils sont quoi pour vous? De toute façon, bon, il est comme notre chance. Parce que nous, on a besoin de quelque chose, on peut venir demander, voilà, on va nous aider ça.
Grâce à Dieu, quand on dit ça, il y a d'autres, ils font. Les personnes font ça. Il vient bon quelque chose pour nous. Pour dire que comment c'est ta duration là, non? Tu viens demander, ah voilà, nous on a fatigué, ça va nous aider. Faut envoyer bon client pour venir nous aider ça. Là, souvent, quand on dit ça, et on gagne client pour nous aider. La pêche est interdite dans cette mare. Personne n'a le droit de consommer ces silures qui représentent leur dieu. Mais est-ce qu'on mange? Ah, on ne mange pas. Pourquoi? On ne mange pas. Comme c'est comme... Ils sont là comme notre genou, notre Dieu. C'est vos dieux qui sont là. Voilà. C'est que souvent dans notre village ici. Tu vois, quand il y a d'autres qui viennent là, s'ils n'ont pas bon cœur là, ils jettent ou jettent comme ça là. Et ils jettent et ils ne touchent pas eux-mêmes. Parce que si tu n'es pas bon cœur, il y a beaucoup qui est passé comme ça. Lorsqu'un d'entre eux meurt, il est enterré comme un être humain. Des rituels sont faits pour éloigner les mauvais sorts et éviter que d'autres morts s'en suivent. C'est ici on creuse. Parce que c'est le cimetière qu'elle a là. Le cimetière qu'elle a là, côté là, ici là. C'est le cimetière qu'elle a là. Là, c'est mais on prend comme l'homme, on creuse, on met ça dedans, comme l'homme. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. Mais pourquoi souvent ils meurent? Ah, peut-être ils sont comme l'homme. Parce que tu as duré comment tu es mort. Parmi ces silures sacrées, certains seraient des porteurs de mauvaises nouvelles. Lorsqu'ils apparaissent en plein jour, le village doit s'attendre à un malheur. Mais on dit qu'il y a un ici, il y a une personne ici qui a les colis. Mais je ne sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup, mais il y en a qui a couru. Couru sur sa tête? Oui, sur ta tête. Comment ça? Qui a mis? Ah, je ne sais pas qui a mis, hein. Mais ça est dedans. Ça est dedans. Donc lui, il sort pas? Non, oui, non, il ne sort pas. Mais on sait que quand il sort là, ce n'est pas bon pour le village. Nous, on n'aime pas que ça va sortir devant nous. Et quand il sort comme ça, souvent, il y a quoi au village? Bon, il y a beaucoup de dégâts. Si ça va faire au village, là, on va avoir ici. Il y a quelque chose, ça va nous trouver au village, mais si ce n'est pas grave là, ça ne sort pas. Mais ce qui est trop grave là, quand tu vois que ça va sortir, c'est qu'il y a grave qui vient. La dernière fois que l'un d'entre eux a été aperçu, le village a été frappé par un feu de brousse qui a ravagé 2 cases. Mais c'était quitté où? Le feu était quitté où? Il y a un qui a quitté sur la route. Où il a quitté là, la rentrée là. Il y a un qui a quitté là-bas. Et puis d'autres ont quitté comme ça. Donc ça rentre en brousse. En vitesse, le moment où il n'y a même pas plus là. En moyenne, le site reçoit une 50aine de visites le mois. Contrairement aux autres sites dont les visites sont gratuites, ici, il faut débourser une somme. Mais est-ce que les gens viennent regarder, les touristes, les gens qui beaucoup même. Beaucoup même. Mais quand ils viennent, comment ça se passe? Bon, quand ils viennent, on ne regarde pas sans quelque chose comme ça. Après, vous pouvez regarder. Bon, actuellement, on est arrivé là, une personne à 5 000 pour regarder ça. Un étranger quoi? Un étranger. Les touristes qui quittent à l'un, vous venez regarder là. Une personne. C'est ce que les parents ils ont dit. Une personne à 5 000 pour regarder ça. Mais l'argent est pris pour faire quoi? Ça rentre dans nos caisses. Même si le lieu est devenu un site touristique, les villageois restent toujours attachés à leurs traditions. Ces cultes d'adoration sont organisés à des moments exceptionnels pour implorer leur Dieu à préserver le village des mauvais sorts. Dans la région du Bafing, il n'y a pas que des sites touristiques. Il y a aussi des danses traditionnelles qui sont aussi attractives. Ce matin, dans le village de Yoleu à 4 km de Touba, nous assistons à une danse traditionnelle.
Le gbétan est une danse de jeune fille qui est exécutée à des occasions exceptionnelles. Elle met en scène une dame dont chacun des pas a une signification particulière. C'est pour montrer aux gens que quand ils se lèvent comme ça, c'est pour montrer aux gens le respect des hommes. C'est pour le respect des hommes. Le respect des hommes, comment ça? Si par exemple, si elle se lève comme ça, voici le chef du village, elle doit s'asseoir au pied pour montrer aux gens que celui-là, c'est le chef. C'est une fille du village. Elle est quittée d'un autre quartier, s'est mariée d'un autre quartier. Il y a son papa, il y a son mari, frère, il y a son papa. Les frères sont là pour montrer aux gens que c'est pour montrer aux gens le respect. Le gbétan n'est pas qu'une simple danse, c'est un moment pour implorer les ancêtres, apporter un regard favorable sur le village et aider la réussite des élèves. Les atouts touristiques dans la région du Bafing sont énormes. Mais jusque-là, plusieurs d'entre eux sont méconnus par la plupart des Ivoiriens qui préfèrent d'autres destinations. Si les autorités de la région veulent attirer plus de touristes, il va falloir mettre en place une vraie politique de gestion afin de valoriser ces sites touristiques. Avec cette stratégie, la région du Bafing sera sans doute l'une des destinations privilégiées des touristes dans les années à venir. J'ai envie de dire, l'Afrique et ses mystères, Pierre. Oui, c'est encore reparti pour une série de découvertes et de mystères sur l'Afrique et cette région du Bafing. Pour en parler, on va recevoir notre spécialiste de l'aventure et de tout ce qui est mystère de l'Afrique, justement. Oui. Roger Appé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pierre. Roger, bonne année. Très ravi de te retrouver pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Qui est très élégant ce soir d'ailleurs. Eh bien oui, il est mis sur son... On rentre dans la nouvelle année. Pas sur son 31, mais sur son premier. Sur son 2023. Sur son 2023. Nous en 2023. Roger Appé, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience, enfin cette expérience, de ce parcours que vous avez mené dans le Bafing et toutes ces découvertes que vous avez pu apercevoir? On a découvert pas mal de sites touristiques. Il faut dire que moi, c'est ma première fois d'arriver dans cette région. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons visité la grotte que vous avez vue sur l'écran, vous avez visionné. On a aussi parlé des cellules sacrées que tout à l'heure on va rentrer dans les détails. Déjà qu'on commence avec ces grottes. Là, parce que, bon, je veux dire, c'est assez impressionnant déjà à voir. Et puis, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Parce que bon, c'est assez sombre, c'est assez étroit. Vous n'avez pas eu une appréhension avant de rentrer là-dedans? D'abord, il y a 3 grottes. La première grotte, c'est une grotte quand vous arrivez. C'est-à-dire que vous avez la paix du cœur. Parce que quand vous rentrez dans cette grotte, il y a une fraîcheur qui vous anime. Et vous avez envie de rester, de passer toute la journée. Et c'est différent de l'air qu'on respire souvent à Abidjan. Et quand les Abidjanais arrivent, vous avez vu dans le sujet, ceux qui viennent d'Abidjan, quand ils arrivent, n'ont plus envie de sortir. Parce qu'il y a vraiment une fraîcheur. Vous voulez rester. Mais il y a l'autre qui fait plus de 60 km et qui quitte de Toutié, qui est le village, jusqu'en Guinée. Et là-bas, on a eu vraiment peur. Vraiment peur parce que lorsqu'on a interrogé l'un des fils du village, il nous a dit que lui, il a fait 2 km. Il a pu faire 2 km parce qu'à l'époque, la population passait là pour aller en Guinée. D'accord. Voilà. Et maintenant, c'est devenu un peu fréquenté, donc on ne peut pas arriver très loin. Mais il y a un fils du village qui a fait une expérience où il est parti jusqu'à 2 km. Mais il nous a dit que quand il est arrivé au terme de ces 2 km, il a croisé un python. Oh, wow. Voilà. Il a croisé un python parce que, en fait, l'endroit est très humide. Lorsque vous rentrez, ça se rétrécit. Et après, quand vous allez plus loin, on a l'impression que c'est une maison. Donc, c'est comme ça que la grotte est faite jusqu'à ce qu'on arrive en Guinée. Alors, justement, Roger, vous repartez et vous revenez encore cette fois avec un reportage qui est chargé d'histoire et de surnaturel. Alors, on a cette histoire du baobab qui se retrouve en quelques minutes
Il passe d'une position à terre à une position à l'endroit en l'espace de quelques minutes. Il y a autant d'histoires qui suintent de ce lieu. Est-ce que vous y croyez? On le sait, vous êtes porté par ces questions-là, mais alors est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous donnez l'engagement aujourd'hui à nos téléspectateurs qu'on va vivre cette expérience quand on y va? D'accord. Alors, dit que le surnaturel n'existe pas, je dirais que c'est faux. Quand vous êtes un homme de foi, il y a des choses que vous croyez. Moi, je suis chrétien et j'ai la foi. Voilà. Et l'histoire de ce baobab, c'est l'histoire de 2 El Hadj qui sont partis à la Mecque 7 fois à cheval et qui sont revenus. Et la population, les villageois les considèrent comme des saints. Et on nous disait que c'est à leur 7e retour de la Mecque, ce sont 2 amis qui se sont retrouvés sur le baobab qui était couché. Et ils ont commencé à faire des prières de bénédiction pour les villageois. Et c'est juste après leur retour, puisqu'il y a 2 lieux. Il y a le baobab et il y a un lieu saint où ils sont partis prier. Et lorsqu'ils ont quitté le baobab pour aller sur le lieu saint pour aller faire la prière, à leur retour, ce sont les villageois qui ont constaté que l'arbre, le baobab qui était à terre, s'est relevé. Donc ils étaient étonnés de voir. Est-ce que je crois? Pierre, bon, tous ceux qui sont partis, en tout cas tous ceux qu'on a interrogés, vraiment croient à ce miracle. Il y a aussi ce lieu saint où des gens vont se recueillir et de ce qu'on entend dans le sujet, c'est que lorsqu'on y va et qu'on formule des vœux, ils se réalisent. Est-ce que vous avez formulé des vœux? Est-ce qu'ils se sont réalisés? Moi, j'ai envie de savoir, Roger. Non, Méline, moi, personnellement, pas. Moi, personnellement, pas, mais j'ai le chauffeur Adou Emmanuel. Peut-être qu'après, on va lui demander. Qui a formulé des vœux. Quand même, j'ai oublié de lui demander avant de venir sur ce plateau. Sinon, il allait nous dire un peu, est-ce que depuis qu'il a formulé ses vœux, bon, ça fait seulement que 2 semaines, hein, on ne sait pas si ça s'est réalisé. Mais on a eu quand même des témoignages des gens qui sont venus et qui ont fait ces vœux, qui sont partis. Parce qu'en fait, le site, si vous voulez, est dans un village. Le site n'était pas clôturé avant. Donc, il y a des gens qui venaient, qui passaient outre les villageois et qui venaient faire des prières. Et après les prières, il y avait des bénédictions, il y avait des miracles qui s'opéraient. Et ce sont eux qui sont venus, qui viennent dire aux villageois que ce lieu-là est un lieu de miracle. Et c'est comme ça que le village maintenant a commencé à prendre au sérieux, qu'on appelle ça aussi touristique. Donc vous voyez qu'il y a une petite clôture et l'endroit est devenu comme un endroit de prière, c'est-à-dire une mosquée. Voilà, on rentre pour faire des prières, pour faire des bénédictions et autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez sur le lieu, ce sont des pierres. Et on nous dit que les 2 érudits qui sont venus faire la prière, le lieu n'était pas... C'était du sable en fait. Mais c'est après la prière qu'il y a eu, qu'on appelle ces pierres qui se sont formées. Bon, c'est fantastique. Voilà. Mais il y a vraiment des signes. Il y a vraiment des signes. Quand vous regardez bien, on a les signes des sabots, les traces des sabots. On a les traces d'ustensiles, puisque quand tu voyages, ils ont toutes sortes d'ustensiles pour pouvoir cuisiner ou autre. On a ça. On a les traces des genoux qui prouvent que quelqu'un est venu prier. Quelqu'un est venu prier là. Donc, pour dire que vraiment, c'est vraiment un mystère, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Place au doute. On parlait aussi, on a vu aussi les silures sacrées, sauf une qu'on n'a pas vue, c'est la silure couronnée de Cori. Est-ce que vous avez pu l'apercevoir, même si on n'a pas vu les images, même si de ce qu'on a entendu, elle serait porteuse de mauvaises nouvelles? Mélina, moi, j'ai béni le nom de Dieu pour ne pas croiser cette silure, parce qu'on dit qu'à partir du moment où elle sort... Ce sont les villageois qui ont couronné la silure. Non. Comment ça se passe? Non, en fait, quand j'ai posé la question au chef du village, il nous a dit que ce ne sont pas eux. Et ils sont venus trouver la silure qui est là avec des courris sur la tête. Et qu'à chaque fois que cette silure sortait, c'était un message. Mais c'est un mauvais message, en fait. Donc, eux, souvent même, ils ont peur d'aller, qu'on appelle, à cette rivière-là pour voir la silure. Alors justement, le folklore, la culture, le mystère, ça fait partie de nombreux endroits à travers le monde. Ce sont des occasions pour créer du passage, de la visite, un intérêt touristique. Roger, vous y êtes allé. Est-ce qu'il y a une impulsion pour le tourisme et tout ce dont vous nous parlez aujourd'hui pour visiter le Bafing? Est-ce que vous l'avez ressenti? Il y a vraiment un problème. Il y a un problème politique pour valoriser ces sites touristiques. Quand vous regardez les images des grottes,
on a l'impression qu'on est encore au XVIe siècle. Même pour juste déblayer le site, pour permettre aux visiteurs de venir, mais la population n'a pas conscience. Donc, le site même est resté dans la brousse. Lorsque nous sommes arrivés avec des touristes qui sont venus, en fait, ce qu'on a vu, ce sont des touristes de la région, en fait, mais qui ne connaissent pas leur région. C'est-à-dire qu'ils sont dans la région, mais la plupart habitent à Abidjan. Donc, c'est à travers un festival qu'ils sont arrivés et on les a parlé un peu de ces grottes, et donc ils sont partis visiter. Et lorsque nous sommes arrivés, mais on était obligé de demander à l'un des villageois de quand même déblayer un peu parce qu'il n'y avait même pas de voie. Au niveau, par exemple, du site du lieu saint, là-bas, il y a quand même une conscience qui est en train de se mettre en place parce que la population a pris conscience qu'il faut entretenir le site, puisque les gens viennent beaucoup prier là. Quand vous arrivez, il y a des enseignes qui montrent qu'il y a un site touristique, il y a tout, mais aujourd'hui, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça ne rapporte pas grand-chose. Et nous avons essayé d'interroger les élus locaux pour voir qu'est-ce qui est fait pour valoriser ces sites touristiques. Malheureusement, on a croisé le vice-président du conseil régional. On lui a demandé est-ce qu'il y a peut-être un petit budget, un budget qui permet quand même de valoriser ces sites touristiques. Bon, pour l'instant, on nous dit que c'est encore en cours. On a essayé de croiser la direction départementale du ministère du Tourisme là-bas. Par 2 fois, on n'a pas eu la chance, de trouver monsieur le directeur. Donc, on n'a pas eu assez d'informations. Mais le constat, c'est qu'il n'y a pas encore de vraie politique de valorisation de ces sites touristiques. Alors en tout cas, nous ici à NCI Reportage, on prend l'engagement de vous faire découvrir la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a à offrir. Et c'est la mission que nos reporters portent et vont porter tout au long de cette nouvelle année. Merci Roger. Merci Pierre, merci Mélia. Merci Roger. Et c'est déjà la fin de ce premier numéro de cette année 2023, Mélina. Et oui, c'est déjà la fin, mais on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.